Bonjour à tous, allez j'espère que vous allez bien en ce magnifique dimanche matin. Aujourd'hui on va parler des altcoins, on va parler de la DeFi et principalement du ménage de printemps qui est en train d'avoir lieu sur tout un tas de tokens de la DeFi qui ont perdu énormément de valeur après bien évidemment en avoir gagné beaucoup. Allez, on va commencer, on va un petit peu faire le point sur les différents projets, mais pas forcément tous parce que il y en a en fait tellement que ça sert absolument à rien de tous les voir, mais on va quand même voir certains projets, certains qui ont gagné beaucoup et perdu beaucoup, d'autres qui ont pas forcément perdu énormément. On va également un petit peu faire le point sur les conclusions, notamment à en tirer, et notamment sur l'année qu'on a eue dans les cryptos, qui a été une année un petit peu unique, j'ai envie de dire, où on a eu certains projets qui ont rien fait, d'autres, comme beaucoup de nouveaux projets, qui ont donné énormément, et les projets historiques comme le Bitcoin, comme l'Ether, qui ont quand même donné pas mal. Et tout ça, en fait, il faut quand même en tirer des conclusions par rapport à vos performances. Donc on va un petit peu parler en fait de tout ça dans cette vidéo. Alors, on va commencer avec le projet Balancer. Donc Balancer, c'est un des plus gros pools de liquidité aujourd'hui, qui a émis son token parmi les premiers. Bon, parmi les premiers, pas vraiment, mais je veux dire en gros, il y a eu tellement en fait de projets qui ont créé des tokens, qui les ont listés, que Balancer faisait quand même partie un petit peu des premiers. Et pour le coup, Balancer, là je vous mets donc le graphique du Balancer sur Binance, qui est assez intéressant, et ça on va aussi en tirer une conclusion, c'est que beaucoup de projets ont été listés sur Binance, et il s'est passé beaucoup de choses justement peu de temps après le listing. Donc là en fait on regarde que quand le Balancer a été listé sur Binance, on voit que ça a fortement poussé. Dès que ça a été listé, le prix s'est envolé. On a eu quand même plus 300%. Et depuis, le prix s'est quand même effondré de près de 60%. Donc c'est quand même pas rien. Maintenant, si on regarde ce qui se passait un petit peu avant le listing, donc là, je vous mets en fait le graphique qui correspond aux données de CoinMarketCap. Là, on voit quoi ? On voit en fait que le prix, donc je précise, on est systématiquement contre le Bitcoin. Le prix, pour le coup, il était plus en fait dans une phase de range. Et dès qu'il y a eu le listing sur Binance, boum, le prix a explosé et il a pris quand même plus de 300%. Donc là, on peut vraiment associer le listing sur Binance à la hausse qu'on a pu avoir, en plus du timing qui bien évidemment était excellent, parce que c'était un petit peu la phase euphorique où tous les projets prenaient beaucoup de valeur. Donc le Balancer, il a pris 300%, mais il en a aujourd'hui perdu 60%. Donc la question à se poser, c'est est-ce que vous en avez profité ? Moi en tout cas, c'est le cas. Balancer faisait en fait partie des projets que j'ai achetés relativement tôt, avant qu'il soit listé sur Binance. J'ai pris des profits, j'en ai encore de côté, mais en tout cas ce qui est important de comprendre, c'est que j'ai pris des profits, j'ai au moins sécurisé ma position qui aujourd'hui ne me coûte plus rien. Mais ça on en reparlera un petit peu après, notamment en fait dans la conclusion de la vidéo. Deuxième projet qui est extrêmement intéressant, c'est le projet BZRX. Donc BZRX, c'est un projet qui a été listé sur Binance le 29 août 2020, qui a eu une performance quand même de plus de 900%, et aujourd'hui, il accuse une perte de plus de 90%. Donc là, en fait, si on regarde le graphique sur Binance, il a été listé sur Binance quasiment, on va dire, sur la fin de sa hausse, et il n'y a que de la baisse une fois qu'il a été listé sur Binance. Posez-vous en fait les bonnes questions. Pourquoi ? Il y a beaucoup de réponses à ça, mais une qui est assez flagrante, c'est que tout simplement, le fait en fait que ce type de token se retrouve listé sur les principales plateformes, ça fait exploser en fait la liquidité, donc le volume d'échange, et qui dit volume d'échange dit gros qui sont rentrés tout en bas, bien avant en fait qu'ils soient listés sur Binance, qui peuvent sortir quand tous les débutants n'y connaissent rien et achètent tout bêtement parce que c'est listé sur Binance, c'est la DeFi, c'est magnifique, et ils achètent sur les plus hauts. Donc là, si on regarde le graphique pour le coup du BZRX, en prenant les données de CoinMarketCap, le graphique il n'est pas pareil. Là, on voit clairement que on a eu un magnifique pump and dump sur ce token-là, ou alors une bulle, mais une bulle qui a été plutôt courte et qui n'a pas duré très longtemps. Le prix est monté extrêmement fort. Binance a été le listing où en gros ils ont listé sur les plus hauts, ça a un tout petit peu propulsé le prix encore plus haut, mais honnêtement si c'était déjà fini, boum, le prix s'est effondré et on est quasiment reparti sur les niveaux les plus bas. Il y a plein d'éléments qui font que le prix a autant baissé. Il y a eu des plateformes d'échange qui ont été hackées
et il y a eu pas mal de ces tokens-là en fait, notamment le BZRX qui a été volé. Il y a aussi pas mal d'événements fondamentaux qui ont fait que le prix a baissé, mais il n'y a pas que ça. À mon avis, il y a aussi le fait que il avait énormément augmenté, plus 900%, c'est quand même pas rien. Là, on commence à multiplier en fait son capital quasiment par 10. Donc, vous y mettez 10 000 balles, vous en sortez 100 000. Ça commence à être quand même pas mal. Et les gros, bah, ils y vont à coût de 100 000, à coût de millions, et eux, ils en ressortent avec bien plus que ça. Donc, bien évidemment, le fait que Binance liste tous ces tokens-là, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça permet aux gros de pouvoir sortir de grosses quantités en fait de crypto vu que la liquidité explose. Donc, on a ensuite le Curve Finance. Là, pour le coup, le comportement, il est un petit peu différent. Le Curve Finance, il a été listé tout de suite sur Binance. Allez, à un jour près, il a été listé sur Binance. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit en fait que le prix n'a fait que baisser, baisser, baisser et baisser. Donc j'espère que vous n'avez pas fait en fait partie de ceux qui, tout comme moi, et je l'assume sans aucun problème, ont acheté le token dès qu'il a été listé. Je vous avoue que moi, j'ai été surpris en fait par le listing de Curve Finance. J'avais prévu en fait d'en acheter. Je pensais pas du tout qu'il serait listé sur Binance dès qu'il serait créé. Pour le coup, ça a été le cas. Bon, j'ai mis une toute petite cartouche en fait dans le CRV quand il a été listé sur Binance. Ça a été clairement une erreur parce qu'après le prix s'est effondré. Honnêtement, ça a été une perte minime que j'ai pu accepter. J'ai ensuite essayé en fait de le trader. Ça n'a pas du tout marché non plus. Je me suis fait stopper et j'ai envie de dire tant mieux vu que depuis le prix s'est effondré et il a perdu plus de 95% de sa valeur. Donc pour le coup, moi, j'ai pris des toutes petites pertes. Il est clair que si j'avais eu aucune stratégie et que je serais rentré tout de suite dans le Curve Finance avec un gros capital, il aurait complètement fondu et aujourd'hui, j'aurais quasiment plus rien. Dieu merci, c'est pas ce que j'ai fait parce que j'ai un petit peu appris aussi de mes erreurs du passé. Donc le Curve Finance, là on le voit sur le graphique, il fait que baisser. Il fait que baisser pour plein de raisons. Il y a surtout une raison fondamentale qui s'appelle l'inflation. Parce qu'il y avait une inflation qui était énorme et que ces tokens-là, à trader, en tout cas au début, ils sont pas très intéressants. Par contre, à surveiller, ils le sont. Et là, actuellement, moi, je surveille énormément le CRV parce que je pense que quand on va toucher le point bas, se positionner en fait dessus avec une gestion des risques en swing tradant ce type de token, c'est ce qui peut tout de suite rapidement rapporter des performances très importantes. Là, on peut tout de suite chercher en fait du 50, du 100%, voire même beaucoup plus sur ce type de token si on arrive à rentrer tout en bas. Ensuite, on a des tokens qui ont eu des comportements un petit peu différents et qui sont beaucoup plus anciens. On va prendre le Linde, par exemple, de la plateforme AV, l'une des plus grosses plateformes aujourd'hui. Il fait partie des projets, des top 10 des projets de la DeFi. Alors lui, pour le coup, il a été listé sur Binance, non pas cette année, mais en décembre 2017, très important. Donc ça veut dire qu'il a connu la première vague de hausse en décembre, janvier 2017-2018. Et là, on le voit en fait sur les graphiques où il a eu la première vague de hausse, puis ensuite l'effondrement. Donc en gros, il a pris à peu près 2000%, ce qui est quand même énorme, 2000% en 2017, en fin d'année 2017. On le voit avec la hausse, puis la baisse, accrochez-vous bien, il a perdu 99% de sa valeur. Et ensuite, plus rien, pendant plus d'une année, il se passe plus rien. Vous voyez que le prix, il fait que consolider, végéter, faire des nouveaux plus bas. Donc tenir des positions dans ces conditions, c'est extrêmement difficile. Et honnêtement, des projets en fait qui ont fait des nouveaux plus hauts après avoir végété aussi longtemps, il en existe très très peu. Honnêtement, sans trop mouiller, on peut les compter sur les doigts d'une main. Donc là ensuite, il s'est passé quoi? Il s'est passé que, par chance, parce qu'il y a un facteur chance là-dedans, en fait la DeFi, c'est ce qui a explosé. Et l'Inde faisait partie des projets de la DeFi, comme d'autres, comme par exemple le Kyber Network, le projet 0x, qui n'ont pas forcément eu les rendements que le projet a eu également, il faut aussi le dire. Mais qui ont quand même profité de la hype, j'ai envie de dire, de la DeFi. Et là, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il y a eu une hausse de plus de 20 000%, 20 000% par rapport au plus bas. Et actuellement, il encaisse une baisse de 50%. Donc la baisse, pour l'instant, elle reste quand même plutôt contrôlée. 50% par rapport à la hausse qu'il y a eu, ça reste raisonnable. Si vous êtes rentré au début du mouvement, vous êtes toujours largement en gain. Alors bien sûr, je pense que beaucoup, notamment de traders, ont déjà dû prendre pas mal de profits, ce qui est normal,
sur ce type de graphique, parce que là, clairement, le graphique, j'ai pas envie de le dire, mais on est peut-être sur un potentiel retournement, d'accord? Donc ça veut pas dire qu'il faut se précipiter à vendre, il faut une stratégie. Bien sûr, ça veut pas forcément dire que ça va s'effondrer forcément maintenant. En tout cas, là, si on regarde, c'est pas forcément bien parti. En tout cas, on peut encore baisser. Ça, c'est une chose qui est sûre maintenant. Moi, je donne pas de conseils en investissement. Chacun fait ce qu'il veut et chacun investit avec ses propres stratégies. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après une hausse de 20 000%, on se pose des questions sur peut-être qu'il faudrait peut-être vendre. Hein. Je pense qu'arrivé à un moment, faut arrêter en fait d'être cupide. Faut arrêter en fait d'être naïf à croire que tout monte comme ça jusqu'au ciel sans s'arrêter. Là, on a quand même pas mal de signaux baissiers sur le lien. Donc normalement, je dis bien normalement, la plupart des personnes qui se sont positionnées au début du mouvement, ils ont dû prendre pas mal de beaux profits sur ce Linde, sur cette crypto-là. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le comportement, il est très différent des précédents projets beaucoup plus récents que j'ai pu vous présenter. Et on va essayer en fait d'en tirer une conclusion à la fin. Ensuite, on a le Synthetix. Donc, un des plus gros projets également de la DeFi. J'avais même fait une vidéo il y a 6 mois ou 1 an sur la chaîne du trading du coin pour présenter un petit peu les tokens synthétiques et donc notamment le projet phare Synthetix. Donc le projet qui a son token le SNX, lui il a été listé sur Binance le 9 juillet, sauf que il existait bien avant qu'il soit présent en fait sur Binance, et là on le voit sur le graphique, il y a eu toute une phase où il se passait pas grand chose sur le SNX. On a eu une première phase de hausse un petit peu en fin d'année 2019 où en fait le prix était déjà monté de près de 2000% pour retomber de 70%. Et là, cette année, il a refait 5000% quand même en performance, c'est quand même pas mal. Et là, il a rebaissé de quand même plus de 50%. Donc ces projets-là, en fait, ils évoluent systématiquement par des phases de hausse et des phases de baisse. Ça, il faut quand même bien le comprendre. On l'a vu avec le Linde, et là, on le voit encore mieux sur le SNX. Il y a eu une phase de hausse en début d'année, fin d'année 2019, début d'année de 2020, et de nouveau en mi-année 2020 avec toute la hype DeFi, il y a de nouveau eu une énorme phase de hausse à laquelle je pense pas mal de personnes ont pu en profiter. Et ensuite, on a pour terminer le projet Yarn Finance. Donc Yarn Finance, ça a été un projet beaucoup plus récent pour le coup, qui lui a eu aussi une phase de hausse extrêmement forte. Donc on va dire que il a monté d'à peu près 1000%. Là je mets en fait le graphique, à peu près c'est un petit peu plus dans la réalité. 1000% c'est quand même pas mal, hein, ça multiplie par 10 au final votre capital. Et là il encaisse quand même une perte de 70%. Ce qui fait quand même pas mal. Donc pour le coup le Yarn Finance ça a été parmi tous les projets que j'ai pu vous montrer, celui que j'ai pu trader le plus simplement. Honnêtement, les signaux étaient extrêmement clairs, extrêmement visibles. J'ai fait des très beaux trades en fait dessus. Ça a été même, je pense, l'une des cryptos sur laquelle je me suis le plus amusé et laquelle qui m'a donné le plus de rendement, honnêtement, en termes de plus-value. Donc extrêmement simple à lire. Et là, pour le coup, on a vu les phases de consolidation, d'expansion, consolidation. Et quand il a commencé à donner pas mal de signes de faiblesse, ça s'est quand même vite senti et il a quand même pas mal chuté, près de 70% de sa valeur contre le Bitcoin, donc contre le dollar, à mon avis, c'est un petit peu plus, vu que le Bitcoin, il a un petit peu baissé lui aussi. Ensuite, on termine avec le Link. Le Link, rappelez-vous, j'avais fait une vidéo justement pour parler un petit peu des projets de la DeFi, des dérives des projets en fait de la DeFi et du FOMO qu'il y avait. J'avais quand même essayé un petit peu de apaiser un petit peu les choses en vous expliquant qu'il faut se calmer, il faut faire attention, rien ne monte jusqu'au ciel, ça va se calmer. J'avais également dit, je crois que c'était dans cette vidéo, que le Link avait beaucoup monté, que je sais que beaucoup de personnes n'arrêtaient pas en fait de FOMO dessus, qu'il fallait faire attention, qu'honnêtement, il était fortement probable qu'il baisse, et pour le coup, la baisse, on l'a eu. Le Link a pris une perte de 60% depuis son point haut. Alors bien sûr, si on prend du recul, on est toujours en fait dans une tendance pour le coup qui est fortement haussière sur le Link, mais on n'est pas non plus parti en fait dans des rendements délirants comme on l'a vu avec le Linde ou d'autres projets. Le Link a pas fait des 5000 ou des 10 000%. Donc il perd aujourd'hui, mais il conserve quand même sa tendance. Donc vous voyez que tous les projets sont pas forcément les mêmes, ils n'ont pas les mêmes comportements et ils n'ont pas eu forcément tous les mêmes rendements. Donc voilà un petit peu pour faire le point. Donc qu'est-ce qui est clair? Il est clair qu'on a eu une mini-bulle. Moi je pourrais appeler ça une mini-bulle sur la plupart des projets de la DeFi, que cette bulle, elle a pété. Quand on se prend des baisses de 50, 60, 70, 90%, en fait, il n'y a pas d'autre mot que d'appeler ça un crack et d'appeler ça
l'explosion en fait d'une bulle, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Donc, cette bulle-là, elle a été courte, elle a duré que quelques mois pour le coup, pour la plupart des projets. Vous l'avez vu, en fait, l'accélération n'a duré que quelques mois. C'était durant les phases où j'étais hyper occupé justement à passer mon temps à trader. Là, actuellement, c'est le calme beaucoup plus, c'est le calme plat. Donc vraiment, j'ai beaucoup plus de temps. Donc ça n'a pas duré très longtemps, d'accord? Mais moi, j'ai été surpris en fait du fait que ça s'est vite essoufflé. Ça s'est vite essoufflé. Donc j'espère en tout cas que vous avez pas mal de leçons à en tirer et que vous avez pu en profiter. Donc maintenant tout ça pour se poser en fait des questions sur cette année et surtout sur ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Alors déjà en fait si on peut un petit peu en tirer des conclusions sur tout ce que j'ai pu vous donner. Je l'ai rabâché. Rien ne monte jusqu'au ciel. Tout ce qui monte finit par retomber. Ça il faut, mais je sais pas comment le dire, il faut le rabâcher en fait. Faut arrêter en fait d'être cupide, faut arrêter en fait le FOMO. Tout ce qui monte va retomber. Et en général, plus ça monte et plus ça va retomber. On l'a vu avec pas mal de projets qui certes ont explosé. Faut prendre des profits, faut pas être naïf, faut pas être cupide parce que ça va se casser la gueule et ça va reperdre 50, 60, 70, 80% et vous n'avez pas envie de voir vos plus-values fondre en l'espace de quelques semaines parce que vous avez été trop cupide de croire que ça ne peut faire que monter. Ça, j'espère que c'est clair. Deuxième point. Souvent, c'est pas toujours le cas, mais souvent, l'explosion de la volatilité est souvent accompagnée par les listings sur les principales plateformes d'échange, lesquelles ont vraiment joué le jeu. Il y a eu Binance, il y a eu FTX, même Poloniex, mais il n'y a pas forcément beaucoup de volume dessus. On va dire que les deux principales qui ont beaucoup de volume, bon, premièrement Binance, mais ensuite FTX qui a aussi pas mal joué le jeu et qui a même listé avant Binance, en règle générale, tous les tokens de la DeFi. Et qu'est-ce que ça permet en fait de faire? Eh bien, tous ceux qui ont pu accumuler en achetant sur Uniswap ou même en farmant, parce qu'on pouvait obtenir pas mal de ces tokens en farmant, en utilisant en fait tous les principaux services comme Balancer, il fallait utiliser en fait les pools de liquidité en fait de Balancer. C'était le cas pour le projet Synthetix, pour Yarn Finance, pour le Curve Finance, voilà, pour plein de projets, on pouvait en farmer, comme on peut toujours le faire actuellement, donc en récupérer en grande quantité, en mettant dans les pools de liquidité, soit des stablecoins, soit du wrap Bitcoin, ou de l'Ether, ou tout ce que vous voulez. Donc il y a beaucoup de gros qui sont allés vraiment lourds là-dedans, qui ont récupéré beaucoup de tokens, qui les ont pas forcément vendus sur Uniswap, parce que sur Uniswap, le problème c'est quoi? C'est la liquidité, les slipages et les frais. Ils ont attendu les listings sur les grosses plateformes, que la volatilité commence à vraiment exploser, que la liquidité également explose, que tous les débutants se jettent dessus, à FOMO en fait dessus, et à passer son temps sur Twitter à chiller pour dire c'est bon les gars, to the moon, Yarn Finance à 150 000 $. Enfin j'ai vu des trucs complètement délirants. C'est là en fait où tous les gros qui se sont bien gavés sont sortis, ont pu récupérer des grosses quantités à mon avis, sont bien gavés. De crypto qu'ils ont dû récupérer soit en Ether, en Bitcoin ou en stablecoin, bien sûr avec la complicité des plateformes d'échange qui ont tout à y gagner. Pourquoi? Parce que qui dit volume d'échange dit frais de transaction, tout simplement. Et là on le voit actuellement sur les volumes d'échange sur Binance, dans le top 10, on retrouve plein de projets comme le projet Yarn Finance et tout un tas en fait d'autres projets qui ont énormément de liquidité. On l'a vu même pareil avec le projet SushiSwap et son token, le sushi, sur lesquels beaucoup se sont gavés, mais comme vous n'imaginez pas, autant à la hausse que à la baisse, grâce aux contrats futurs. Est-ce que c'est mauvais? Honnêtement, moi je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui chacun est grand pour faire ce qu'il veut. Il y a plein d'opportunités. Il faut juste être formé, comprendre ce qui se passe, ne pas être naïf et, écoutez, en profiter, tout simplement. Ensuite, on a eu la première mini-bulle. Que ça plaise ou que ça plaise pas, qui pour certaines cryptos, on a atteint quand même des rendements de près de 20 000%. Donc faut quand même pas s'étonner, arriver à un moment que ça perde 50, 60, 80%. C'est normal. Ça, il faut maintenant l'accepter. La question à se poser, c'est est-ce que vous en avez profité? Est-ce que vous avez profité de cette mini-bulle sur les tokens de la DeFi? J'espère que la réponse est oui. Parce que honnêtement, on a eu 2017, 2018, vous avez eu pas mal d'années en fait pour vous former, pour apprendre. Ça a été rapide, mais en tout cas, ceux qui sont formés ont quand même pu en profiter, au moins un minimum. Mais en tout cas, une chose est sûre, j'espère que vous avez quand même gagné de l'argent en 2020 et que vous êtes en positif aujourd'hui. Sinon,
Il y a quand même pas mal de questions à se poser. Ensuite, quatrième point, en fait quasiment, seuls les anciens projets en fait de la DeFi ou qui sont liés de près ou de loin à la DeFi ont profité en fait de la hype. Si on regarde tous les autres projets, honnêtement, il s'est rien passé en fait dessus. Ils sont restés sur un calme plat, avec un volume d'échange qui n'a pas augmenté, avec un prix qui n'est pas du tout allé rechercher les précédents plus hauts post-crack du Bitcoin en fin 2017, début 2018. Donc ça aussi, il faut en tirer en fait des conclusions. Il y a plein de tokens qui n'ont rien fait en fait depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Posez-vous des questions. Est-ce que c'est cohérent en fait de les conserver? Je sais pas. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, à mon sens, il faut aller là où la liquidité va. Et aujourd'hui, la liquidité, elle est où? Sur les tokens de la DeFi, les anciens ou les nouveaux projets. Ensuite, les projets de la DeFi les plus solides, ils ont émergé aujourd'hui. On a Uniswap. Honnêtement, c'est le plus gros aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, projet de la DeFi, avec quasiment plus de 2 milliards de dollars qui sont dans ces contrats. On a ensuite le projet Maker qui était un petit peu plus ancien, mais qui pour le coup a confirmé en fait sa dominance, qui fait partie en fait des top projets qui ont le plus de valeur aujourd'hui, qui sont bloqués en fait dans leurs différents contrats. On a le projet AV également, qui date pas forcément d'hier, mais qui a vraiment explosé avec la vague de la DeFi et qui a vraiment bien pris en fait le virage. C'est pas le cas en fait de tous les projets aussi anciens. Comme nouveau projet, Curve Finance, même si son token de gouvernance n'a pas encore forcément beaucoup augmenté, il fait partie en fait des top projets. On a le Wrap Bitcoin, pareil, qui n'existe pas en fait depuis juste quelques mois, ça existe quand même depuis maintenant plusieurs années, mais qui a explosé avec la DeFi. Il y a aujourd'hui plus d'1 milliard de dollars en Wrap Bitcoin. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même énorme à quel point ça s'est vraiment démocratisé. On a le projet Compound, on a le projet Synthetix, le projet Yarn Finance, le REN et le projet Balancer. Bien sûr, j'ai cité que pour moi, les meilleurs et les plus gros projets qui sont vraiment démarqués en fait de cette bulle qu'on a eue sur la DeFi, cette petite bulle. Il y en aura peut-être une deuxième, ça on ne le sait pas, on verra bien évidemment comment aussi le Bitcoin va évoluer. Je pense que le Bitcoin va beaucoup impacter le marché en fait dans les mois à venir. Surtout, ce qu'il faut en conclure, c'est que sans stratégie, mais vous ne faites rien ou vous faites n'importe quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, vraiment les questions que je vais encore vous reposer, c'est est-ce que vous avez profité de cette première vague de hausse qui s'est terminée, et il faut dire les choses telles qu'elles le sont. Avez-vous gagné de l'argent en 2020 dans les cryptos, notamment grâce à la DeFi, mais aussi grâce au Bitcoin, grâce à l'Ether, et il y a plein d'autres projets qui ont multiplié par 2, par 3, voire même par beaucoup plus leur valeur. Et ça, je pense que c'est vraiment des questions qui sont très importantes à se poser. Voilà. Bien sûr, en fonction de votre stratégie, de votre profil d'investisseur, certaines personnes auront peut-être fait des x10 ou des x100, peut-être pas forcément sur des très très gros capital de départ. D'autres qui partaient avec un beaucoup plus gros capital ont peut-être juste fait un x2 ou un 50%, ce qui peut être déjà très très bien pour beaucoup de personnes, car honnêtement, il n'y a pas grand monde qui peut être capable de faire un 50% en une année sur un capital à 6 ou à 7 chiffres. Donc ça, c'est vraiment en fonction des gens, mais j'espère quand même que vous êtes en positif. J'ai eu pas mal quand même de très très bons retours, moi à titre personnel, des personnes que je suis, des personnes qui sont dans mon groupe privé et qui ont suivi ma formation. Je dis pas forcément que tout le monde a réussi, parce que tout le monde ne peut pas réussir. Parfois les émotions sont trop fortes, parfois on n'arrive pas à maîtriser ses émotions. Même si on dit ce qu'il faut faire, qu'on rabâche ce qu'il faut faire, qu'on explique ce qu'il ne faut pas faire, il y aura toujours malheureusement des personnes qui vont pas appliquer et qui vont laisser leurs émotions prendre le dessus. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai toujours dit en fait que non, tout le monde en fait ne peut pas réussir, tout le monde ne peut pas devenir trader, tout le monde ne sera pas rentable en fait dans les cryptos, même si on a les meilleures, on va dire, connaissances, ou plutôt les meilleures informations, qu'on a en fait de l'expérience, on peut continuer à faire des conneries si on n'a pas suffisamment travaillé ce qui est le plus important, ce qui est la partie psychologie. Allez, donc j'espère que c'est clair par rapport à ça. Donc moi, en tout cas, mon avis aujourd'hui, il est que on peut avoir des vagues de hausse, des vagues de baisse, et repartir ensuite sur des vagues de hausse. D'accord ? Tout ce qui monte, d'accord, ne va pas forcément rester ensuite que au plus bas. Par contre, attention,
Il y en a énormément qui restent sur le tapis. On l'a vu par le passé. À mon avis, on va encore le revoir aujourd'hui. Donc honnêtement, si vous voulez limiter vos risques, concentrez-vous sur les plus gros projets. À mon avis, c'est là où on pourra assurer des gains. Ce qui est également important, c'est d'assurer des gains. Je pense que on a eu cette première mini-bulle qui n'a pas été accompagnée en fait vraiment par le Bitcoin. Et là, en plus, on l'a vu. Le Bitcoin ne fait plus rien en fait depuis pratiquement plusieurs mois, alors que les alts et notamment beaucoup en fait de projets de la DeFi n'ont fait que perdre de la valeur, alors que le Bitcoin n'a quasiment pas bougé. Donc la question, c'est en fait qu'est-ce qui va se passer quand le Bitcoin va bouger? Quand le Bitcoin va sortir en fait de sa consolidation actuelle, soit par le bas, soit par le haut, parce que pour l'instant, honnêtement, on n'en sait rien, même si on peut avoir un biais baissier ou haussier. Si ça casse par le bas, où est-ce qu'on va retrouver les alts et les tokens de la DeFi qui ont déjà perdu 60-70% de leur valeur? Est-ce qu'on va les retrouver encore plus bas? C'est possible. Ou alors est-ce que le Bitcoin va casser par le haut, réintégrer son range? Il suffit en fait juste de regarder le niveau des 11 200$. Si on réintègre le niveau des 11 200$ et qu'on va un tout petit peu au-dessus, eh ben ce sera plutôt haussier. Si on n'arrive pas à s'en affranchir et qu'on casse par le bas, là pour le coup, il va falloir aller encore chercher plus bas, notamment les alts. Juste petite piqûre de rappel, on arrête ces conneries avec Buy the Dip. Honnêtement, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait sur Twitter, notamment par rapport au projet de la DeFi. Alors bon, étonnamment, hein, toutes les personnes qui passaient leur temps à chiller en fait les projets de la DeFi, à dire tel projet il faut en acheter, Yearn Finance à 20 000$, c'est pas cher, faut en acheter, etc. Ces personnes sont toxiques. Il faut pas les écouter. Alors, on peut écouter ce qu'ils disent quand ils vont vous partager en fait des nouveaux projets. C'est ce que moi je fais. Mais tout le reste, tous leurs conseils en investissement, tout ce qu'ils disent qu'il faut faire, etc. Ne les écoutez pas. Très souvent, c'est que des conneries. C'est que des personnes qui n'y connaissent absolument rien. Buy the dip, ça veut tout et rien dire. On n'achète pas à l'aveugle tout bêtement un projet juste parce qu'il perd de la valeur. C'est complètement stupide parce qu'un projet peut perdre 20%, mais il peut reperdre 50% en fait de plus. Et encore reperdre 50% en fait de plus. Donc vraiment, faites attention avec ces conneries. On achète les bas de marché avec une stratégie et en général, partez du principe qu'on ne sait pas si c'est vraiment le bas de marché. On prend des risques, on gère ces risques avec des stops. On peut essayer en fait d'acheter un point bas. On peut essayer, et je dis bien essayer parce qu'on n'a jamais la certitude que c'est vraiment le point bas. Parce que le jour où vous aurez la certitude que c'est le point bas, il sera en général trop tard en fait pour jouer justement le rebond. Ça aura beaucoup trop rebondi. Et c'est bien toute la difficulté en fait du trading, c'est que si c'était si simple que ça, d'accord, et ben en fait il y aurait beaucoup de personnes qui gagneraient beaucoup, sauf que dans la réalité c'est pas si simple que ça. Il faut prendre des risques, il faut bien gérer ces risques, c'est le maître mot. Donc en moyenne à la baisse, si on a une stratégie sur des actifs qu'on juge extrêmement robustes, qui ont des très bons fondamentaux et qui vont rebondir, comme par exemple moi je peux le faire sur le Bitcoin, je suis pas forcément à l'aise de le faire sur plein d'autres projets sur lesquels j'ai pas de telle conviction que ça va forcément remonter. Voilà, donc faites quand même gaffe par rapport à ça. Allez, en tout cas, j'espère que tout est clair pour vous. Si vous avez vous aussi en fait pas mal de conclusions à tirer un petit peu de tout ce qui s'est passé, les bonnes choses que vous avez faites, les mauvaises choses, c'est important de les dire, de les écrire, de les partager, de les assumer pour apprendre et ne pas les refaire. N'hésitez pas à partager en fait tout ça dans l'espace de commentaires. C'est vraiment important en fait de le faire, de partager, de pas juste se recroqueviller tout seul et de juste garder en fait que le positif en oubliant toutes les erreurs que vous avez pu faire. En fait, tout le monde fait des erreurs. On peut tous s'améliorer. C'est important justement de dire les choses, de dire les mauvaises choses pour réussir à s'améliorer pour les prochaines fois. Allez, j'espère que tout ça en tout cas c'est clair. Nous, on se retrouve comme toujours dimanche prochain, même heure pour la prochaine vidéo. Je vous dis bon dimanche et à la semaine prochaine. Allez, bye bye.